En octobre 2025, une seule nuit à Tandiban fait céder une logique réputée inamovible. D'un côté, des années de villages vidés, de puits asséchés et de colonnes de déplacés. De l'autre, une opération conduite en moins de 12 heures, avec zéro soldat de l'AES tombé, assez nette pour fissurer le récit dominant sur le Sahel. Qu'est-ce que cela change pour ceux qui regardent ce désert de loin, et pour Ibrahim Traoré, lorsque des calculs présentés comme certains deviennent soudain discutables? Peut-être le début discret d'un pouvoir qui serait écrit. Ce qui suit ne promet pas un récit spectaculaire, mais un outil de lecture utile. En moins de 15 minutes de vision, le spectateur acquiert une clé concrète: distinguer un sursaut tactique d'un changement de trajectoire durable. L'enjeu dépasse la bataille elle-même, car il touche à la capacité d'un territoire longtemps perçu comme dépendant à produire sa propre méthode, son propre rythme et ses propres priorités. À Tindibin, ce ne sont pas seulement des positions ennemies qui ont cédé, mais un enchaînement d'hypothèses considérées comme intangibles par de nombreux observateurs extérieurs. Pour les populations, la question est immédiate. La sécurité retrouvée peut-elle s'inscrire dans le quotidien, au-delà de l'effet d'annonce? Pour la région, le test est plus silencieux. Soit cette dynamique s'enracine, soit elle s'épuise sous le poids des pressions internes et externes. Tout le récit vise à éclairer cette ligne de crête sans emphase, en s'appuyant uniquement sur ce que les faits permettent réellement d'affirmer. La mini-révélation tient en deux phrases, et elle change l'angle de lecture. En moins de 2 heures, trois signaux distincts, jugés insignifiants par des observateurs extérieurs, ont convergé pour ouvrir une fenêtre d'action exploitable, conduisant à une opération achevée en moins de 12 heures, sans perte côté AES. Ce point est décisif, car il inverse l'hypothèse dominante. L'avantage n'est pas né d'une supériorité technologique importée, mais d'une capacité locale à relier des fragments dispersés. Dans cette convergence d'indices, Ibrahim Traoré et ses officiers comprennent qu'ils disposent d'un levier inattendu, forgé par l'écoute patiente d'un espace souvent décrit à tort comme vide. Le Sahel, loin d'être un désert muet, se révèle saturé de signes: variations de déplacement nocturnes, ruptures discrètes dans les habitudes de circulation, changement de fréquence difficile à interpréter isolément, mais cohérent une fois mis en relation. Ce basculement intervient après des mois d'effondrement progressif. Des familles ont quitté leur village, des routes se sont tuées, et chaque crépuscule a ravivé la peur d'une attaque imprévisible. Pourtant, sous cette surface de recul, une dynamique silencieuse s'organise. Les commandements maliens, nigériens et burkinabés cessent peu à peu de dépendre de rapports venus d'ailleurs. Ils reconstruisent leur propre réseau d'information, reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey par une trame humaine, improvisée mais cohérente, fondée sur la proximité plutôt que sur la distance hiérarchique. Lorsque ces informations convergent enfin, le cadre mental change. Il ne s'agit plus de réagir, mais d'anticiper. Frapper avant d'être frappé devient une option réelle, non comme un pari, mais comme une conséquence logique d'une lecture partagée du terrain. Dans une salle faiblement éclairée, Ibrahim Traoré fixe alors un cap qui rompt avec des décennies de dépendance stratégique. Les dunes, longtemps symboles d'impuissance, deviennent un espace d'intelligence opérationnelle. Ce moment marque un seuil discret mais décisif. Pour la première fois depuis longtemps, le Sahel cesse de subir son tempo et commence à avancer selon ses propres règles. À ce stade, le récit se déplace vers ceux qui transforment la décision en effet concret. Il ne s'agit ni de figures spectaculaires, ni de héros mis en avant, mais d'acteurs discrets. Éclaireurs locaux, chefs d'unités mobiles, relais civils. Leur rôle est précis. Ils observent, confirment, transmettent, puis se taisent. La chaîne fonctionne parce qu'elle repose sur la confiance et la proximité, non sur l'affichage ou la distance hiérarchique. Dans les heures qui suivent l'activation, les premiers effets apparaissent autour d'Arbinda. Des mouvements armés sont repérés plus tôt que d'ordinaire. Les informations circulent sans délai inutile. Les unités convergent avec une précision inattendue, non parce qu'elles disposent d'outils supérieurs, mais parce qu'elles partagent une même lecture du terrain. En quelques minutes, une attaque annoncée est neutralisée. L'élément marquant n'est pas l'ampleur de l'action, mais sa sobriété. Dans les villages voisins, l'impact est perceptible avant même d'être formulé. Les habitants sortent plus tôt, observent plus longtemps, reprennent des trajets abandonnés depuis des mois. Les marchés rouvrent par fragments. Les motos circulent sans escorte improvisée. Ces signes modestes constituent
Les premiers marqueurs d'un changement réel car ils engagent le quotidien plutôt que le discours officiel. Pour Ibrahim Traoré, ces scènes ont valeur d'indicateur. Elles montrent que la victoire ne se mesure pas seulement en position gagnée, mais en confiance retrouvée. La question centrale devient alors simple et exigeante. Une dynamique née du terrain peut-elle s'étendre sans se diluer? La séquence commence sans annonce dans un silence presque irréel au nord du Burkina Faso. L'activation repose sur des informations déjà consolidées, sans correction de dernière minute, ni ajustement improvisé. Les unités se mettent en place avec un tempo mesuré. Les systèmes SR5 entrent en vibration douce comme un mécanisme attendu. Rien ne presse précisément parce que l'anticipation a été faite en amont. Ce passage d'une posture réactive à une posture d'initiative marque le premier basculement opérationnel, et il s'opère sans rupture visible. Au cœur de la nuit, les premières actions tracent des lignes nettes. Les points visés ont été identifiés par avant, bien avant l'engagement. La surprise ne tient pas à la puissance mais au rythme. L'initiative change de camp parce que le temps cesse d'être l'ennemi habituel. Les mouvements sont courts, coordonnés et s'enchaînent sans surcharge. À mesure que les minutes passent, l'espace se referme sur les options adverses, non par encerclement massif, mais par neutralisation progressive des issues. Très vite, la coordination trifrontalière s'engage. Depuis le Niger, des unités mobiles ferment des axes secondaires, non pour frapper, mais pour couper les possibilités de repli. Au-dessus, des appareils maliens décrivent des trajectoires précises, alignées avec les mouvements au sol. Des drones artisanaux guident chaque ajustement, signalent les ruptures, confirment les retraits avortés. Chaque action répond à une autre. Le dispositif avance par couches successives, sans dispersion ni emphase. Le moment de tension maximale survient lorsque les communications adverses se fragmentent. Privées de carburant, de relais et de visibilité, les colonnes se figent avant même de tenter un regroupement. Les dépôts identifiés explosent les uns après les autres, révélant une désorganisation déjà installée. La contre-attaque attendue ne vient pas. Le temps, habituellement destructeur, devient un allié. En moins de 12 heures, l'opération atteint son objectif sans enregistrer de pertes côté AES. Dans les centres de commandement, les flux vidéo s'accumulent. Ibrahim Traoré observe l'ensemble comme on lit une partition exécutée sans excès. Les mises à jour arrivent calmement. Les décisions se prennent sans urgence apparente, précisément parce que les paramètres essentiels ont été verrouillés en amont. Ce qui se joue n'est pas une improvisation réussie, mais l'aboutissement de mois d'observation et de réglages discrets, alignés sur le terrain réel. À la mi-journée, le désert retrouve une quiétude étrange. Les bruits se dissipent, les mouvements cessent. Le silence qui suit n'a pas la texture d'une défaite classique, mais celle d'une stupeur durable. Dans les villages voisins, les habitants sortent prudemment. Ils observent les routes, écoutent les radios locales, constatent l'absence de menaces immédiates. Des gestes simples et réapparaissent. Porter de l'eau, ouvrir un étal, marcher sans détour. Ces scènes constituent dans la rémanence de l'événement. Elles traduisent l'action militaire en perception quotidienne. Les mots circulent, parfois maladroits, souvent sobres. Sur des casques, 3 termes sont griffonnés: intelligence, mobilité, unité. Ils ne célèbrent pas un homme, mais une méthode. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence confirme une intuition stratégique. Une cohésion née du terrain peut produire une efficacité durable, à condition de rester aligné avec le rythme réel des communautés. Le premier repère est simple, mesurable et sans ambiguïté. Après des années de pertes continues et d'engagements coûteux, la nuit de Tindiban introduit un delta net. 0 soldat de l'AES tombé au terme de l'opération. Ce chiffre ne vaut pas seulement par son caractère exceptionnel. Il signale un basculement de logique, le passage d'une posture de survie à une posture d'initiative maîtrisée, où le risque n'est plus subi mais contenu. Le deuxième indicateur concerne le temps total d'exécution. Moins de 12 heures séparent la première activation de l'effondrement des positions adverses. Cette brièveté n'exprime pas une précipitation. Elle traduit une synchronisation longuement préparée, dans laquelle chaque action trouve sa place sans friction. Le tempo devient un outil stratégique. Il empêche l'adversaire de reconstituer une lecture cohérente de la situation et réduit sa capacité d'adaptation. Un troisième repère complète le cadre analytique. L'opération engage 3 fronts unifiés: Mali, Niger et Burkina Faso.
opérant de manière simultanée sans appui extérieur déclaré. Cette simultanéité est rare dans le contexte sahélien. Elle indique une intégration tactique fondée sur des échanges humains continus et une compréhension partagée du terrain, plutôt que sur une centralisation lourde ou une dépendance technologique externe. Pris ensemble, ces trois données dessinent une cohérence. Le 0, le 12 et le 3 ne sont pas des trophées numériques. Ils fonctionnent comme des marqueurs méthodologiques. Ils invalident l'hypothèse d'un succès accidentel et suggèrent une montée en compétences progressive, construite par accumulation de micro-ajustements. Les flux issus des drones artisanaux confirment cette lecture. Les images nocturnes montrent des colonnes adverses désorganisées avant même le premier contact direct, ainsi que des ruptures de communication apparaissant en cascade. Les dépôts identifiés se fragmentent sans coordination de repli. Les convois privés de carburant s'immobilisent dans les dunes, incapables de rejoindre des axes secondaires déjà neutralisés. Chaque séquence visuelle renforce la même conclusion. La précision observée n'est pas le produit d'un saut technologique importé, mais celui d'une anticipation fine des itinéraires, des habitudes et des rythmes ennemis. Les drones, souvent assemblés dans des structures improvisées, deviennent les vecteurs visibles d'une doctrine locale patiemment affinée. Dans ce dispositif, Bamako, Ouagadougou et Niamey cessent d'agir comme des centres isolés. Ils fonctionnent comme les nœuds d'une grille informationnelle souple. Les données circulent rapidement, filtrées, puis redistribuées vers les unités avancées. Les décisions suivent un cycle court, dépourvu d'intermédiaires superflus. La sobriété organisationnelle devient un avantage opérationnel, car elle réduit les délais et limite les erreurs d'interprétation. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ont une portée qui dépasse l'évaluation militaire immédiate. Ils servent de miroir stratégique. Ils montrent qu'une capacité locale, longtemps fragmentée, peut produire sa propre précision lorsqu'elle s'appuie sur l'expérience accumulée du terrain. Le 0, le 12 et le 3 décrivent moins une victoire ponctuelle qu'un changement de méthode, où l'intelligence sahélienne cesse d'être périphérique pour devenir centrale. Deux objections dominent les analyses critiques formulées après Tindiban, et il convient de les présenter dans leur forme la plus solide. La première affirme que l'opération ne peut être attribuée aux seules capacités sahéliennes. Selon cette lecture, la précision des frappes, la synchronisation des mouvements et la neutralisation rapide des communications adverses impliqueraient nécessairement un soutien extérieur, technologique ou informationnel. Les armées locales, longtemps décrites comme sous-équipées et fragmentées, n'auraient pas pu franchir un tel seuil sans assistance cachée. Cet argument s'appuie sur l'historique régional, où des opérations d'ampleur comparable ont presque toujours dépendu d'acteurs extérieurs disposant de moyens supérieurs. La seconde objection soutient que Tindiban constitue un épisode isolé. La réussite serait liée à une configuration exceptionnelle de facteurs favorables, difficilement reproductibles. Dans cette perspective, l'absence de perte et la brièveté de l'opération ne prouvent pas l'existence d'un modèle durable, mais une convergence momentanée de circonstances. Les contraintes structurelles du Sahel, logistiques, économiques et politiques, finiraient par reprendre le dessus et diluer l'effet initial, rendant toute généralisation prématurée. Ces deux arguments paraissent cohérents à première vue, mais ils omettent un élément central révélé par les faits disponibles. Les données observées indiquent une montée en compétences progressive, et non un saut soudain. La préparation longue, la répétition de micro-ajustements et l'intégration humaine entre les fronts expliquent la performance sans recourir à une hypothèse extérieure. L'efficacité tient moins à des outils invisibles qu'à une réduction systématique des délais décisionnels et à une lecture partagée du terrain. Quant au caractère prétendument isolé de l'événement, il est contredit par la structuration déjà visible des réseaux et par la continuité des pratiques observées après l'opération. Les mécanismes décrits, anticipation, synchronisation, sobriété organisationnelle, ne sont pas propres à une seule nuit. Ils renvoient à une méthode en cours d'installation. Ibrahim Traoré et ses officiers n'ont pas agi dans l'urgence d'un coup unique, mais dans la logique d'un processus éprouvé, capable de se répéter tant que ces conditions humaines et locales sont préservées. Ainsi, loin de nier les objections, l'examen attentif des faits les replace à leur juste niveau. Tindiban n'est ni un miracle importé, ni un accident heureux. Il apparaît comme la première manifestation clairement lisible d'une dynamique engagée, dont la solidité dépendra moins d'un appui extérieur que de la capacité à maintenir cette discipline collective dans le temps. Ce point médian
ne tient pas à une nouvelle information spectaculaire, mais à un déplacement du cadre d'analyse. Jusqu'ici, Tindiban pouvait encore être lu comme une réussite tactique exceptionnelle. À partir de ce moment, l'événement révèle autre chose, une capacité à imposer son propre rythme. Ce n'est plus l'adversaire qui dicte la vitesse, ni le calendrier extérieur qui fixe les contraintes. Le temps devient une ressource maîtrisée, intégrée à la décision. Ce changement de tempo a des effets immédiats. Il réduit l'exposition inutile, limite l'usure des unités et transforme la prévisibilité en avantage. Les opérations ne cherchent plus à compenser un retard structurel, mais à exploiter une avance informationnelle. Dans ce cadre, chaque action courte vaut plus qu'un déploiement prolongé. La sobriété n'est plus un manque, elle devient une stratégie. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation agit comme un pivot. Elle clarifie la frontière entre succès ponctuel et trajectoire durable. Tant que le rythme reste aligné avec les capacités humaines et logistiques locales, l'efficacité peut se maintenir sans escalade. A l'inverse, toute tentative de surenchère risquerait de diluer l'avantage acquis. Ce moment redéfinit donc l'enjeu. La question n'est plus de savoir si Tindiban a été possible, mais si cette maîtrise du tempo peut irriguer d'autres zones sans perdre sa cohérence. C'est ici que le récit bascule, de l'événement vers la conséquence, du fait vers l'impact mesurable sur les équilibres réels du terrain. Les conséquences de Tindiban ne se déploient pas de manière abstraite. Elles touchent des groupes précis, à des rythmes différents, et permettent d'évaluer si le basculement observé dépasse le cadre militaire. Le premier impact concerne l'appareil étatique. Pour les autorités, la séquence fournit un signal rare. La sécurité cesse d'être une promesse lointaine et devient une fonction praticable. Les décisions peuvent s'appuyer sur des retours rapides du terrain sans intermédiaires excessifs. Cette réduction du délai entre action et d'information renforce la crédibilité institutionnelle, non par le discours, mais par la constance observable des résultats. Le deuxième impact touche l'activité économique locale. Autour des zones de sécurisées, les échanges reprennent par paliers. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent utilisables. Les marchés rouvrent de façon partielle, puis régulière. Pour les commerçants et artisans, cette stabilité relative change la nature du risque. Il ne s'agit plus de survivre au jour le jour, mais de recommencer à planifier, même à court terme. La circulation des biens reste fragile, mais elle n'est plus interrompue de manière systématique, ce qui modifie profondément les comportements économiques. Le troisième groupe concerné est celui des populations civiles. Ici, l'effet est moins spectaculaire, mais plus structurant. Les habitants reprennent des trajets abandonnés, réinvestissent des espaces communs et ajustent leurs routines quotidiennes. Ces gestes simples traduisent une baisse perceptible de la peur immédiate. La sécurité cesse d'être une abstraction lointaine et s'inscrit dans des choix concrets. Sortir plus tôt, rester plus longtemps, se déplacer sans détour. Cette normalisation progressive constitue un indicateur clé, car elle engage la confiance plutôt que l'adhésion idéologique. Le quatrième impact s'observe à l'échelle régionale. La coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso gagne en densité. Les échanges ne se limitent pas plus à des déclarations d'intention, mais s'appuient sur des pratiques communes éprouvées. Cette convergence renforce l'autonomie stratégique de l'ensemble, tout en réduisant la dépendance à des cadres imposés de l'extérieur. La région commence à produire ses propres références opérationnelles, ce qui modifie la manière dont elle est perçue au-delà de ses frontières. Pour Ibrahim Traoré, ces effets croisés servent de test de cohérence. Il permet d'en évaluer si l'avantage acquis se diffuse sans se diluer. L'enjeu n'est pas d'accumuler des succès visibles, mais de maintenir une continuité entre sécurité, activité économique et confiance sociale. Lorsque ces trois dimensions avancent ensemble, le pouvoir cesse d'être abstrait. Il devient lisible dans les gestes ordinaires, mesurable dans les délais et perceptible dans les choix quotidiens des populations. Ainsi, Tindiban ne se réduit pas à une victoire isolée. Ses conséquences dessinent une chaîne d'effets qui, si elle se maintient, peut transformer durablement les équilibres locaux et régionaux. C'est à ce niveau, et non dans l'événement lui-même, que se joue la véritable portée du basculement observé. À partir de Tindiban, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais aider à penser les conditions de continuité ou de rupture. Le premier est un scénario de base, marqué par une consolidation prudente. Dans cette hypothèse, les zones sécurisées le restent par ajustements successifs. Les pratiques efficaces observées se diffusent lentement, sans extension brusque. Les routes commerciales fonctionnent par intermittence, les services essentiels rouvrent progressivement, et la coopération régionale gagne en régularité.
La dynamique demeure fragile, mais elle s'installe suffisamment pour éviter un retour rapide au cycle précédent. Un scénario optimiste suppose que la maîtrise du tempo se transforme en catalyseur plus large. Ici, la continuité opérationnelle renforce la confiance sociale, ce qui facilite la relance économique locale et l'implication des communautés. Les échanges entre Mali, Niger et Burkina Faso se densifient autour de pratiques communes, à Tassédessits, sans dépendre d'arbitrages extérieurs constants. Les initiatives locales se multiplient en Charlie, portées par des acteurs civils et une jeunesse davantage tournée vers la formation technique et l'organisation collective. La sécurité ne disparaît pas comme contrainte, mais elle cesse d'écraser toute projection à moyen terme. Un scénario sombre reste néanmoins crédible. Il repose sur une combinaison de pressions internes et externes. La surcharge des unités, la résurgence de tensions locales ou des contraintes économiques accrues peuvent fortement fragmenter l'effort. Dans ce cas, l'avantage de tempo se perd progressivement. Les opérations redeviennent réactives, les délais s'allongent et la confiance acquise s'érode. Les gains sociaux et économiques s'interrompent avant de s'ancrer, laissant place à un statu quo instable, ni effondrement total, ni transformation durable. Ces trois scénarios ont un point commun, aucun n'est automatique. Leur réalisation dépend moins d'événements spectaculaires que de choix continus, souvent discrets. La question centrale n'est donc pas de viser le meilleur scénario par volontarisme, mais d'éviter les mécanismes qui conduisent au pire. Cela implique de préserver la sobriété organisationnelle, de limiter la dispersion des objectifs et de maintenir l'alignement entre rythme opérationnel et capacité locale. En filigrane, Tindiban agit comme un test. Il révèle ce qui devient possible lorsque le tempo est maîtrisé, mais il expose aussi les risques d'une dilution rapide si cette maîtrise est surexploitée. C'est dans cet espace étroit, entre consolidation, patiente et surchauffe, que se jouera la trajectoire réelle des mois à venir. À ce stade, l'analyse quitte le niveau des scénarios pour revenir vers ceux qui vivent les effets au quotidien. Trois cercles humains se distinguent nettement. Le premier est celui des familles déplacées ou menacées. Pour elles, la stabilisation relative modifie des choix élémentaires. Revenir ou non, rester plus longtemps au village, rouvrir une maison fermée. La sécurité n'est pas vécue comme un concept, mais comme une succession de décisions pratiques. Chaque trajet repris, chaque marché fréquenté devient un test silencieux de confiance retrouvée. Le deuxième cercle est celui des travailleurs et artisans locaux. Souvent absents des grandes lectures géopolitiques, ils constituent pourtant le poumon de l'économie sahélienne. Réparateurs de motos, commerçants, cultivateurs, transporteurs ajustent leurs activités dès que les axes se sécurisent. La reprise n'est ni spectaculaire ni immédiate, mais elle est cumulative. Pouvoir planifier une semaine, puis un mois, change la nature même du risque économique. Le travail cesse d'être une survie improvisée pour redevenir une projection, même modeste. Le troisième cercle concerne la jeunesse. Longtemps enfermée dans un horizon de violences répétées, elle perçoit dans Tindiban un signal différent. Non pas la fin des contraintes, mais l'ouverture d'un espace d'initiative. Les formations techniques, l'engagement communautaire et les programmes civiques gagnent en attractivité lorsque l'effort collectif semble produire des résultats tangibles. Cette transformation mentale est décisive car elle conditionne la durabilité de toute dynamique de stabilisation. Pour le spectateur extérieur, ces effets invitent à un déplacement du regard. La question n'est plus seulement de juger une opération, mais d'observer comment une sécurité praticable transforme des comportements ordinaires. Lorsque la peur recule, même légèrement, elle libère des marges d'action insoupçonnées. C'est dans ces marges, souvent invisibles, que se construit ou se défait la continuité d'un processus. Pour que la dynamique ouverte à Tindiban se maintienne, elle doit être traduite en une série d'actions lisibles, ordonnées et mesurables. La première étape consiste à sécuriser durablement les zones reconquises. Cela implique des patrouilles locales régulières, appuyées par des réseaux d'alerte communautaires. L'objectif n'est pas la présence massive, mais la continuité. La mesure du succès est simple: stabilité des axes secondaires et absence de rupture soudaine dans les routines civiles. La deuxième étape vise la stabilisation des services essentiels. La réouverture des écoles, des dispensaires et des points d'eau agit comme un multiplicateur de confiance. Elle transforme une sécurité militaire en normalité sociale. Ici, l'indicateur clé n'est pas l'annonce, mais la fréquentation réelle et régulière de ces services par les populations locales.
La troisième étape concerne la relance des circuits économiques de proximité. Routes réparées par priorité, marchés sécurisés, microfinancement ciblé pour les artisans et producteurs locaux permettent d'ancrer la stabilité dans l'activité quotidienne. Le critère d'évaluation repose sur la régularité des échanges, non sur leur volume initial. Une quatrième étape porte sur la formation et la transmission. Former des jeunes aux compétences techniques utiles, maintenance, observation, médiation, assure la continuité humaine du modèle. Cette montée en compétences locales réduit la dépendance extérieure et renforce l'autonomie décisionnelle. Enfin, la cinquième étape tient à la discipline du tempo. Pour Ibrahim Traoré, le défi central n'est pas d'accélérer, mais de maintenir l'alignement entre ambition politique, capacités humaines et rythme réel du terrain. La réussite se mesure ici par la constance, non par l'intensité. Ensemble, ces étapes dessinent une feuille de route sobre mais exigeante. Elles rappellent que la durabilité ne naît pas d'un événement, mais de la répétition maîtrisée de décisions cohérentes, évaluées dans le temps long. Le récit peut maintenant revenir à un motif déjà entrevu plus tôt, ces gestes ordinaires observés dans les villages après Tindiban. Porter de l'eau sans détour, rouvrir un étal, laisser un enfant s'attarder sur la route du retour. Rien de spectaculaire, rien qui fasse événement. Pourtant, c'est là que se joue l'essentiel. Ces scènes, presque banales, sont les véritables indicateurs de la transformation en cours, car elles traduisent une sécurité vécue et non proclamée. Ce rappel est important car il évite une illusion fréquente. Une victoire militaire, aussi nette soit-elle, ne suffit jamais à elle seule. Ce qui compte, c'est sa capacité à modifier durablement les comportements, à réintroduire de la prévisibilité là où régnait l'arbitraire. À Tindiban, ce sont moins les explosions que le silence qui a suivi qui a marqué les esprits. Un silence différent, non chargé de peur immédiate, mais d'une attente prudente. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence agit comme un miroir. Elle renvoie à une responsabilité qui dépasse la réussite tactique. Transformer un avantage né du terrain en socle politique et social exige de la retenue autant que de la détermination. Trop exposer la victoire, c'est risquer de la fragiliser. La diluer, c'est en perdre le sens. L'équilibre se situe dans cette zone étroite où la méthode prime sur la mise en scène. Le motif final est donc clair. Ce qui a changé au Sahel ne se mesure pas seulement en position gagnée, mais en confiance restaurée. Quand les gestes au simple redeviennent possibles, le pouvoir cesse d'être abstrait. La continuité vaut plus que l'exploit. Arrivé à ce point, le récit ne cherche pas à conclure de manière définitive. Il invite plutôt à un déplacement du regard. Tindiban ne demande pas d'être célébré, mais observé dans la durée. La question n'est pas de savoir si un événement a été marquant, mais comment ses effets se prolongent, se transforment ou s'érodent avec le temps. Ce suivi attentif est essentiel, car c'est souvent après l'attention médiatique que se joue l'essentiel. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est de résister aux lectures simplificatrices. Ni miracle soudain, ni illusion passagère, ce qui s'est produit ouvre un espace d'analyse plus exigeant. Il oblige à regarder les détails, les rythmes, les continuités. Il pousse aussi à écouter davantage les signaux faibles émis par les populations elles-mêmes, plutôt que les seuls discours officiels ou critiques automatiques. Pour Ibrahim Traoré, comme pour l'ensemble des acteurs sahéliens, la trajectoire reste ouverte. Elle dépendra de décisions répétées, souvent discrètes, et de la capacité à maintenir une cohérence entre sécurité, économie et confiance sociale. Rien n'est acquis, mais rien n'est figé non plus. La discussion reste donc ouverte. Que faut-il observer en priorité pour juger de la suite? Quels indicateurs méritent plus d'attention que les annonces spectaculaires? Et comment éviter que les dynamiques locales, une fois visibles, ne soient déformées par des lectures extérieures trop rapides? C'est à ces questions, collectivement, que le regard porté sur le Sahel peut gagner en justesse et en profondeur.